bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Bon, après avoir parlé de WWE Saturday Night's Main Event qui n'était pas mémorable et qui ne sera pas dans les annales de la WWE, là on va parler d'un show de la AEW. Et vite fait parce que dans quelques minutes je vais assister au show de la Superstar Wrestling à Valennes-sur-Sambre et c'est pour ça auquel je vais essayer d'y aller aussi vite possible. Donc le pay-per-view de la AEW c'est AEW Double or Nothing, qui est tout double, qui s'était déroulé le 24 mai à New York City, New York, au stade Louis Armstrong. Alors bien sûr dans l'état de New York, bien sûr il y a pas mal de villes en tout genre, comme l'arrondissement Manhattan, Brooklyn, Queens, le Bronx, Staten Island, et j'en passe... J'en passe des villes auxquelles il y a eu. Donc voilà. Et d'ailleurs, attendez, je vais vite venir. Enfin bref, de toute façon, je vais directement parler de ce show, notamment en parlant 3 matchs du pré-show Countdown Zero Hour, qu'on l'appelle maintenant Buin. Il me semble, vu comment à chaque fois il y a un thème différent. La dernière fois, c'était Saturday... Nights It Brawl, je crois, je me rappelle plus, mais bon, ce n'est pas grave. Donc le premier match, c'est pour les titres féminins par équipe de la AEW, et également c'est aussi un temps de 5 minutes. Donc The Divine Dominion, donc équipe composée de Megan Bayne et Elena Cross, contre Zaida Steele et Viva Van, accompagné par Christopher Daniels. Et si Steele et Van avaient tenu plus de 5 minutes sans subir le tombé de compte de 3 ou une soumission dévastatrice, ils auraient gagné une opportunité pour devenir les futurs challengers au titre. Donc voilà comment on donne une petite stipulation. Est-ce qu'elles ont tenu le coup face à deux dominantes très divines? Eh ben, spoiler, pas jusqu'à la fin. Même si j'aurais voulu que Megan Bayne et Lana Cross battent direct Zaida et Van, j'aurais tellement voulu aussi rapidement, mais ils ont un peu duré le plaisir et je crois qu'ils étaient déjà dans les 1 minute et c'est à cet instant-là auquel les deux font leur finish à deux, le double choc slam et la victoire, et ils remportent les titres, donc ça veut dire qu'elles sont toujours championnes. Ils attaquent Christopher Daniels, ils attaquent Viva Van, jusqu'à ce qu'il y a Ty Mello et Anna Jay qui font le save et qui font fuir les championnes. Ok. Ça ne servait strictement à rien, mais bon, c'est victoire des deux championnes et peu importe. Donc voilà. Ensuite, le match numéro 2, c'est un match trio, auquel il n'y a pas de titre bien sûr. Donc les Cavaliers de la Mort, donc les Death Riders, équipe composée de Claudio Castagnoli, Daniel Garcia, Wheeler Yuta, accompagné par Marina Shafir, contre The Ops, les oppositions, donc équipe composée de Hook, Katsuyori Shibata et Anthony Bowens, auquel il y a eu ce qu'il y avait eu, pas mal d'échanges en tout genre, et en fin de compte, ce ne sera pas l'opposition qui va battre les Cavaliers de la Mort, mais bel et bien les Cavaliers de la Mort qui bat l'opposition. Donc victoire de Claudio Castagnoli, Daniel Garcia et Wheeler Yuta, tout simplement. Et enfin, le dernier match du pré-show, The Boom and Doom, donc... en plus, c'est un match par équipe de 10, et dans l'équipe auquel j'ai cité Boom and Doom, donc équipe composée de The Big Boom AJ et Cutie Marshall, avec la conglomération, donc équipe composée de Mark Briscoe, Orange Cassidy et Roderick Strong, accompagné par Big Justice, The Riddler et Harley Cameron, contre The Shane Taylor Promotion, donc équipe composée de Shane Taylor et également des Infantrides, donc The Capt, donc le capitaine Shundin, Carly Bravo, Lee Moriarty et Anthony Ogogo, et qu'ils étaient accompagnés par Christian So.
Bon, ok, il y a eu des petits moments un peu goofy, on va pas se le cacher. Il y avait le côté un peu rigolo, notamment le côté The Rizzler, Big Justice et Harley Cameron qui se battent avec Christian Xo. Bon, ça passe 5 minutes, mais il valait bien passer à l'essentiel. À tel point que dans le match, Big Boom AJ va même signer dans le match. C'est le seul truc auquel je me rappelle. C'est un truc auquel je m'attendais absolument pas du tout. Et pourtant, ça n'arrête pas pour autant l'équipe de The Boom and Doom et la conglomération qui battent la Shane Taylor Promotion. Donc, ok, voilà. Vous saviez de qui maintenant gagne contre qui. Je vous ai peut-être pas parlé au début, mais il faut savoir que au tout début du pré-show, il y avait René Paquette, anciennement René Young, qui va nous accueillir la légende hardcore du catch, donc Mick Foley, auquel ils viennent faire ses débuts officiels pour la EW. Alors c'est vrai que ça aurait tellement bien voulu pour qu'il fasse ses débuts officiels dans la carte principale, là où tout le monde peut visionner le match et le show. Mais ils l'ont mis dans le pré-show malheureusement, et du coup je me dis, c'est vrai que je m'attendais à mieux pour Mick Foley, mais apparemment il est satisfait d'apparaître dans le pré-show au lieu de la carte principale. C'est un petit peu dommage ce genre de décision. Puis après, il y a MJF qui part confronter Mick Foley, notamment en disant que toi, tout ce que tu as fait pendant des années, ne fait que perdre. Et Mick Foley rétorque que des gars comme Stone Cold, The Rock, Undertaker et j'en passe d'autres, certes font partie de ceux auxquels Mick a perdu pour les mettre en avant, mais ce qui est sûr c'est que lui, Mick Foley, il précise que lui au moins il n'a pas perdu en moins de 1 ou 2 minutes, quelque chose comme ça, face à Darby Allin, face à un headlock takeover. Et du coup, bien sûr, MJF prend le seum, il donne un low blow au bijou de famille de Mick Foley, et il veut le frapper avec sa bague. Mais Darby Allin fait le safe, et ce qu'il va faire Mick Foley, c'est qu'il va faire une promo auquel il va mieux vendre Darby Allin, en disant qu'il le rappelle lui lorsqu'il prenait pas mal de risques inconsidérés. Pourtant, si vous voulez mon avis, Darby Allin, il a un petit côté CM Punk pour son côté straight edge, et le côté fou et risqué comme Jeff Hardy. Donc, en quoi il y a de similitudes pour faire appeler qui que ce soit, je ne sais pas. Plus j'en parle, plus je suis un peu perdu. Mais voilà ce qu'on a eu dans le pré-show. Et maintenant, je passe directement à la carte principale. Et dans la carte principale, on a un match, si je dis pas de bêtises, de New York Street Fight, où le premier qui dit j'abandonne perd le match pour le championnat du monde par équipe de la AEW. Et si KJ Cope ou Cope Cage aurait perdu le match, Adam Copeland et Christian Cage seraient obligés de se séparer et de ne plus faire équipe par la suite pour toujours. C'est ce qui est noté en tout cas. Donc bien sûr KJ Cope contre FTR, donc Dax Harwood et Cash Wheeler, accompagné par Stokely Hathaway, et auquel il y a eu pas mal de violence dans le match, il n'y a pas à dire, notamment auquel quand c'est les FTR qui prennent l'avantage, ils veulent démolir Christian Cage et Cope, donc Adam Copeland, Edge. Même à un moment donné, lorsqu'il y avait le bloc de ciment, et auquel je me dis ça c'est un tout petit peu ridicule avec ce parpaing ou le bloc de ciment. Pourquoi tu donnes des coups de chaise au parpaing alors que tu sais très bien que tu te fais plus mal à toi-même que l'inverse? Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi ils ont voulu aller sous ce terrain-là un peu bête, on va pas se le mentir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils voulaient blesser déjà le bras blessé de Christian Cage, et pourtant
Cope, il fait le save, il s'en prend à Cash, à Dax également. Et si Stockley avait un malheur de s'interposer, ben lui aussi il allait avoir sous sa gueule. Et d'ailleurs il allait en avoir sous sa gueule justement, Stockley. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Bah, pas mal d'échanges, notamment lorsque Stockley a dévissé bah, la troisième corde du ring, du turnbuckle, auquel bah, ça va être utilisé pendant le match, même pour un étranglement en soumission. Ok, ça passe, ok. Puis à un moment donné, bah, lorsque les faces, donc Cope et Cage, sont, on va dire, presque à moitié KO, eh bien on a la musique de Beth Phoenix qui arrive pour sauver son mari et l'ami de son meilleur ami, on pourrait dire ça, enfin son mari quoi. Et d'ailleurs, il y a une petite inspiration à Luna Vachon, je pense, de côté de Beth. Donc c'est sûr, elle va démolir Stockley Hathaway, elle va se faire jeter comme une malpropre par Daxar Woods, il me semble. Et puis par la suite, bah, ils vont commencer à mettre de l'essence sur la table, ou du kérosène, ou bref, du produit inflammable auquel ben, on peut facilement faire du feu sur une table, ou comme dans un barbecue. Donc ce qui est sûr, c'est qu'ils vont mettre le feu à la table. Et Cash Wheeler, il me semble qu'il voulait faire un spire sur Beth Phoenix, mais Beth Phoenix tire Stockley et c'est lui qui va se manger le spire, à tel point qu'il va finir en feu. Et pourtant, c'est pas du feu auquel voilà, tu te fais facilement cramer facilement. Même si j'avais oublié de dire qu'il y avait un gros spot, notamment un topé suicida auquel l'un des équipes a failli crever suite à ce manœuvre. Ensuite, il y a quoi encore? Qu'est-ce que j'ai manqué? J'essaie de réfléchir, mais c'est pas évident. Des tentatives de Spear et d'un Prettier Kill Switch. Puis à un moment donné, celui qui va être sacrifié, je pense que ça va être Cash Wheeler ou Daxar Woods, peu importe des deux, qui vont se prendre en soumission. Il me semble qu'il y a un sharpshooter et un crossface. Et du coup, vu comment Cope et Cage font tout simplement les doubles soumissions sur l'un des membres du FTR, l'un des membres du FTR n'a pas le choix de dire j'abandonne, je cède mon titre à Cope et Cage. Donc Adam Copeland et Christian Cage deviennent les nouveaux champions par équipe de la AEW après plus de 25 ans, si j'ai bien compris. Si je ne m'abuse. Donc du coup, les nouveaux champions, ce sont eux, et auxquels on peut s'attendre à quelque chose avec Adam Copeland et Christian Cage. Donc voilà tout. Là maintenant, on passe au 5e match, parce que là j'avais complètement oublié, j'avais cité le premier, deuxième, troisième, maintenant le 4e, et ensuite on passe au 5e. Et le 5e, c'est pour le titre international de la AEW entre Konosuke Takeshita contre Kazuchika Okada. Et ce que l'on sait, c'est que les deux, depuis quelques mois, voire le mois 2025, il faut dire que les deux ne sont pas cessés de se saquer mutuellement, et auquel les deux ne se supportent plus, comme si Okada voyait en Konosuke Takeshita celui dont il est un peu son ennemi, et auquel il ne veut pas être ami avec cette personne. Et bien sûr, pour Konosuke Takeshita, il ressent ça comme un affront, et auquel on sent que petit à petit il commence à être un peu saoulé d'être le pantin de Don Callis, et auquel il décide tout simplement de faire à sa manière à lui. Et voilà comment les deux s'annoncent le match. Alors, en guise de match, on a eu pas mal d'enchaînements, il n'y a pas à dire, mais c'était pas forcément trop... je sais pas comment vous le dire, mais c'était pas assez emballant, si ce n'est que ça s'étire vraiment comme si ils essayent de battre un record de lenteur, même si avec pas mal d'échanges de Raging Fire, de tentatives de Rainmaker Coastline, de Tombstone Piledriver, de Bastard Driver, et j'en passe des moves auxquels les deux catcheurs japonais nous ont effectués. C'est sûr, ça fait jeu égal.
On sait pas qui va avoir le dessus sur l'autre. C'est assez serré entre les 2 catcheurs et auquel, on est un peu curieux qui va gagner le match, même si, forcément, on peut reconnaître qu'il y en a pas mal de titres dans le roster. Entre le titre, TNT, continental, international et maintenant national, c'est vrai que ça fait beaucoup, hein. Faudrait qu'à un moment donné, on désactive pour de bon le titre, international ou continental. Même national, pour moi, on va dire que le titre TNT, ça passe là et puis c'est tout. Après, si vous voulez faire quelque chose de bon avec les ceintures, faites-le directement parce que là, franchement, ça commence à en faire beaucoup et ça devient limite un running gag. C'est comme le titre unifié auquel il avait été annoncé, mais forcément, ce titre ne servait strictement à rien en fait, si ce n'est qu'un accessoire d'outil pour Okada. Donc ouais, c'est un peu décent comme décision. Et pourtant, après, après plus de quelques minutes dans le match, ce sera tout simplement Konosuke Takeshita qui va avoir le dessus sur Kazuchika Okada. Ça, il va faire effectuer sa trigger à lui et aussi des multiples coups d'avant-bras qui arrivent en pleine vitesse. Et surtout, sa Raging Fire Falcon Hero et auquel c'est tout simplement Konosuke Takeshita qui devient le nouveau champion international de la AEW. Donc il a battu son némésis Kazuchika Okada. Et ce qui est sûr, c'est que il me semble qu'il y a tension entre lui et la Don Callis Family. Et bien sûr, il y a pas mal de gens autour qui arrivent au ring. Et du coup, on sent directement la trahison arriver. Jusqu'à ce qu'il y a ce très cher Kyle Fletcher qui arrive pour défendre entre guillemets Konosuke Takeshita en lui rendant la ceinture en guise de respect. Puis par la suite, il attaque Konosuke Takeshita. Donc vous avez compris. Ils ont trahi forcément Konosuke Takeshita. Et c'est même pas un heel turn, hein, parce que la Don Callis Family est déjà heel. Disons que pour Konosuke, c'est direct un face turn. Alors que eux restent toujours aussi méchants. Donc ils attaquent Konosuke Takeshita qui s'est fait éjecter du groupe. Et du coup, vu comment Cal Fletcher il est revenu de blessure, ses intentions sont claires, il veut devenir champion international. Et pourtant, pourquoi tu veux forcément regarder Okada comme si tu l'attendais de devenir champion pour l'affronter? Ça te fait vraiment pas de sens, malheureusement. En ce moment, on pourrait dire qu'il y a eu des bons matchs, mais des bons matchs auxquels tu vas t'en rappeler une semaine ou deux, puis après tu oublies facilement. D'ailleurs, on a un peu ce même syndrome-là. Quand j'entends dire que Double or Nothing est légendaire, disons que c'est pas forcément vrai. Le show reste tout de même bon, mais rester dans les annales du catch, rester dans les annales de la AEW, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire tout simplement. Donc là je poursuis au 6e match. Et ça c'est le quart de finale pour la coupe Owen Hart Cup du côté féminin. Donc Athena contre Mina Shirakawa. Oui, Athena qui est tout simplement la championne éternelle Ring of Honor auquel Lago n'a pas de réel adversaire de taille pour venir lui arracher le titre. Et dire que apparemment elle pourrait dépasser le record de Roman Reigns du côté WWE, en sachant que ça fait depuis 2022 qu'elle est championne. Et je ne comprends pas que depuis 2022, comment ça se fait, elle n'a pas eu de combattante légitime pour l'affronter et de le détrôner le titre. On ne sait pas. Pour moi, c'est comme si Athena, elle est championne sans avoir de vrais adversaires et que plus tu te fais oublier en tant que championne et que t'as pas l'attention sur toi, plus t'as plus facile de tout simplement rester championne sans te soucier d'un défi à relever. Je le vois d'une certaine manière et pourtant en face d'elle c'est Mina Shirakawa. Et du coup, je me dis, c'est vrai que c'est un peu too much de voir une championne dans le tournoi Owen Hart Cup du côté féminin, alors que une qui a beaucoup à prouver
à la personne de Mina Shirakawa, ça aurait pas été déconnant. Et pourtant, après quelques minutes de match, ce sera Athena qui va réussir à battre Mina Shirakawa avec son Eclipse, ou plutôt qu'on appelle le O-Face, donc pour la victoire. Donc vous avez compris, victoire de Athena. Je passe directement au 7e match. Et le 7e match, c'est pareil. Pour le titre continental de la AEW, et c'est un temps auquel il n'y a pas de limite, et du coup les deux gars peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc Jon Moxley contre Kyle O'Reilly, la revanche de si je dis pas n'importe quoi, il me semble que c'est la revanche de Full Gear, il me semble, la dernière fois quand ils se sont affrontés, et que les deux ont fini littéralement en sang et que le match était plutôt très violent. Ouh là 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 là. Là c'est sûr que là je m'en rappelle un peu vaguement de leur affrontement, mais est-ce que ça s'est déroulé en 2025 lors de Full Gear? Qui sait, rien n'est impossible. Mais du coup c'est la revanche. Et ce qui est sûr, c'est que Moxley, il est du genre quelqu'un qui est traumatisé de perte sur une soumission, notamment un angle lock, et auquel il veut pas prendre au piège face au angle lock. Et à un moment donné, Moxley va quand même impliquer pas mal de soumissions et pas mal d'offenses envers Kyle O'Reilly. Même si Kyle O'Reilly, pendant les quelques moments donnés, il était plutôt chaud, frais et dispo pour démonter petit à petit Jon Moxley. Même si on sent que dans le match, Moxley, ils vont à peu près presque les offenses de Kyle O'Reilly. Il y a des moments auxquels il vend, il y a des moments auxquels il ne veut absolument pas vendre, et du coup c'est un peu ça sort du match tout simplement quand on voit ce genre de manœuvre. Je ne dis pas que il a pas de talent et auquel je ne l'apprécie pas pour autant, c'est juste que je n'aime pas sa manière de faire les choses, et auquel je ne reconnais plus ce Jon Moxley qui était un peu plus logique. Mais bon, tout ça c'est trop demandé. Puis après, pas mal de soumissions et de finish. Même si O'Reilly a voulu tenter sa Armageddon, donc la Juji Katame Cross Arm Breaker, qui ne passe pas. Puis il passe en ankle lock. Moxley retourne la situation, c'est à son tour de lui faire un ankle lock à Kyle O'Reilly. Puis il maintient la prise, il lâche pas, il le maintient comme si sa vie en dépendait. Et puis à un moment donné, lorsque Kyle O'Reilly n'a plus de solution, alors qu'il était presque à deux doigts de choper les cordes, il cède face à la pression du ankle lock et il perd le match. Donc vous avez compris, c'est la victoire de Jon Moxley qui bat Kyle O'Reilly dans un match pour le titre continental dans un temps limite. Donc ça veut dire que le champion reste champion. Et à la fin, les deux font une serrage de main. Donc en gros, si j'ai bien compris, les Death Riders, c'est un clan heel. Et dans le match, Jon Moxley, il agit en tant que heel, mais à la fin, il agit en tant que babyface. Ok. Voilà pourquoi maintenant personne ne comprend plus rien à ce qui se passe. C'est super qu'on apprend ce genre de truc. Mais bon, je poursuis au 8e match. Et le 8e match, c'est un quart de finale pour le tournoi Owen Hart de la coupe, mais du côté masculin. Donc entre Will Ospreay contre Samoa Joe. Et du coup, l'histoire est simple. Lorsque Will Ospreay est arrivé pour se venger de l'agression qu'il a subie face à Jon Moxley, finalement il a perdu lors d'un match contre Jon Moxley, et que ce dernier voudrait l'inviter dans son entre guillemets dojo, qui n'en a pas un direct. Je comprends pas pourquoi on peut appeler ça un dojo alors qu'ils n'ont pas de dojo, ça n'a pas de sens. Plutôt une salle d'entraînement, ça aurait été plus légitime qu'un dojo, parce que un dojo c'est plus spécialement au Japon et pas dans une salle américaine, même s'il y en a des dojos américains, mais pas de cette manière-là. Et du coup, Will Ospreay s'associe aux Death Riders pour s'entraîner intensément. Alors que Samoa Joe est contre cette décision, il le voulait tout simplement qu'il vienne dans l'équipe de l'opposition pour se venger des Death Riders, mais non, Ospreay... totalement teubé qu'il était, parce que oui, je le dis, il a été teubé.
en rejoignant l'équipe des Death Riders, de faire confiance à ceux qui ont failli lui coûter sa carrière, voire, on va dire ça de manière kayfabe dans la chose de AEW, telle qu'elle soit, failli de tuer tout court. Parce que pourquoi tu t'associes avec ton agresseur, avec tes agresseurs, et tu te retournes contre ceux qui ont voulu t'aider? C'est vrai que ça n'a aucun sens. Et du coup, je suis d'accord, les avis de certains, notamment Oji, qu'il en a définitivement parlé, et auquel je ne peux que le rejoindre. Donc c'est vrai que ça ne fait pas de sens, et du coup, je me dis, c'est un peu ridicule. Pourquoi tu t'associes à eux, alors qu'ils ont voulu te tuer, connard? On ne sait pas. Eh ben, il se retourne contre Samoa Joe. Le match était ce qu'il était. Pas mal d'échanges, même si Joe, durant la partie du match, il dominait le match, tout simplement. Puis après, il y a le retour d'Ospreay dans le match, qui fait ses fameuses prises habituelles. Et après, dans un moment tournant du match, même dans un climax pareil, ça part de la lutte du à toi à moi. Je vais t'en terminer avec un Stormbreaker ou un Hidden Blade, mais ça ne passe pas. Ça passe en Coquina Clutch, tentative de Muscle Busters, qui ne passe pas du tout. Et puis à un moment donné, il me semble que Will Ospreay va réussir à battre Samoa Joe à victoire surprise, il me semble. Je crois, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai pas forcément une très bonne mémoire, mais j'essaie de m'en rappeler du mieux que je peux. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Will Ospreay qui remporte le match, tout simplement. Donc voilà, maintenant je passe directement au match numéro 9. Et le match numéro 9, c'est un quart de finale encore. Donc, je pourrais appeler ça semi-finale, quart de finale, peu importe, pour le tournoi Owen Hart masculin, entre Swerve Strickland, accompagné par The Prince Nana, contre Bandido. Alors, vu comment Swerve Strickland, il s'est fait bannir de Dynamite, maintenant il ne traîne que à Collision ou à la Ring of Honor TV. Donc, vu comment il montre à quel point il est entre guillemets dangereux, et qu'il veut montrer à Bandido que c'est lui le plus dangereux de la AEW, alors que Bandido, lui c'est juste un hors-la-loi qui n'est même pas cherché par la loi. Et malgré ses prouesses athlétiques auxquelles il peut tenir égal face à Swerve Strickland, en fin de compte, Swerve Strickland, il montre à quel point c'est lui le plus dominant, le plus agressif des deux. Donc ça échange encore et encore, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça passe au climax du match. Lorsque Bandido voulait tenter sa 21 German Suplex, qui ne va pas passer, puis t'as Swerve qui va effectuer sa Horse Call, donc son coup de pied stylé auquel ça arrive à l'arrière de la tête, et également tenter le Swerve Stomp et la Big Pression. Il me semble que ça se termine là-dessus, j'en suis pas sûr parce que je l'ai vite regardé à l'instant T, très vite, même avec les extraits, j'essaie de faire mon possible, mais il me semble que c'est grâce à cela auquel Swerve Strickland, il bat Bandido, et du coup, les arbitres et les officiels s'y fassent tout simplement dans l'état de santé de Bandido, qui a sûrement mis en jeu sa carrière et sa santé, face à l'homme le plus dangereux de la AEW. Voilà tout. Donc le 10e match, c'est un match à 4, donc Fatal 4-Way pour le titre du monde féminin de la AEW, entre Tekla contre Hikaru Shida, contre Jamie Hater, contre Chris Statlanders. Alors il y avait quelques petites tensions, notamment avec Hikaru Shida qui commence à faire casse à tête, et auquel parfois elle prend un petit peu d'eau, Chris Statlanders, qui elle montre à quel point elle peut être neutre, et auquel il faut pas trop prendre la grosse tête, alors que Jamie Hater, elle est tout simplement là pour gagner, même si c'est pour faire face à Tekla en 1 contre 1, elle est déterminée pour essayer de arracher le titre face à Tekla, alors que Tekla, elle se montre plutôt championne dominante, malgré qu'elle n'est pas tellement grande et qu'elle a pas, comment je pourrais dire, tout ce qui est un petit peu côté canon de beauté, même si elle est pas si mal en soi, mais au moins elle montre un peu d'aisance, et aussi elle montre à quel point, peu importe de qui elle a en face d'elle, ce qui est sûr, c'est que elle ne va pas s'arrêter pour autant à toujours devenir championne, toujours rester, bien évidemment, et montrer à quel point c'est elle qui dirige la division féminine, qu'on le veuille ou non.
et que peu importe qui elle a en face d'elle, elle montre à quel point c'est elle l'araignée toxique, c'est elle la championne, c'est elle la plus dangereuse, entre guillemets, de AEW. Je dis bien entre les guillemets, même si c'est pas forcément vérifiable. Pas mal d'échanges entre les quatre catcheuses, ok, c'est pas mal. Mais on va pas se mentir, à la fin, cet éclat qui ressort grandi de ce match et qu'elle conserve son titre AEW du monde féminin, tout simplement. Ensuite, plus que deux matchs après, c'est terminé. Donc, match Stadium Stampede entre l'équipe de Earth Syndicate, de The Big D Elite et également où il y a Chris Jericho, donc dans l'équipe de Earth Syndicate, mais bien sûr Bobby Lashley, Shelton Benjamin, accompagné par MVP. The Big D Elite, bien sûr Kenny Omega, Jack Perry, Matt Jackson et Nick Jackson. Et qu'ils affrontent l'équipe de The Demon, The Gate of Agony, donc équipe composée de Ricochet, Toa Liona et Bishop Con, et la Don Callis Family, donc équipe composée de Mark Davis, Andrade El Idolo et The Dogs, avec The Dogs bien sûr, Clark Connors et David Finlay. Alors, comment résumer ce match-là, si ce n'est que c'était une orgie de moments très what the fuck. Ouais, il n'y a pas à dire. T'en as pas mal qui sont partis dans tous les sens. C'est pour ça que lorsqu'il y a les 4 ou voire pas mal de caméras activées dans ton écran, tu te dis oh là là, la vache, on sait plus où donner de la tête. Il se passe trop de trucs, c'est l'anarchie totale. Donc c'est sûr, ça part en couille direct. On tisse les balles de tennis, on tease également les moments lunaires comme celui avec Andrade lorsqu'il va faire une pause plastique avec les filles dans le public, ou plutôt ce sont des influenceuses. Et bien du coup, il fait une pause plastique en faisant une photo. Puis à un moment donné, t'as Luchasaurus, on se demande bien qu'est-ce qu'il fout là. Il arrive en perruque blonde, il crache sur Andrade et je crois qu'il allume direct alors qu'il ne fait pas partie du match. Ensuite, dans les coulisses, oh là là, il s'est passé tellement de trucs. Par exemple, les Young Bucks qui font un super kick sur Clark Connors et qui montent les escalators. T'as une bagarre dans le coulisses auquel il y en a un qui va passer à travers la table. T'as Ricochet qui va se manger pas mal de pain. T'as Bobby Lashley qui se fait terrifier par la présence de Lio Rush qui a complètement perdu les plombs vu comment il se fait appeler The Blackheart. Donc un qui ressemble un petit peu à un ghoul, ou plutôt un Gollum dans Les Seigneurs des Anneaux, auquel il est un peu chelou, même s'il aime bien dire en disant tout se passe tellement bien, très très bien. Donc le gars il est totalement perché, du coup ça fait fuir Bobby Lashley, c'est un gros bébé, il a peur de quelqu'un qui est un peu chelou. Ok, c'est du jamais vu, surtout avec un gros gabarit. Puis on a une référence à Jim Cornette, je crois par Luther qui a une canne, non pas une canne, une raquette de tennis à la main pour frapper je sais pas qui. Bref, t'en as pas mal des trucs auxquels il se passe et auxquels on n'arrive pas à comprendre tellement qu'il faut prendre des notes de ce qui se passe. Oh là là, nom de Dieu, oh là là. Et puis après, ça poursuit dans le ring. Enfin, pas mal d'échanges, de coups dans ton genre. Et il me semble qu'à la fin, ce sera Bishop Con qui va se sacrifier pour l'équipe de Don Callis, The Dogs. Ouais, il me semble que c'est ça, c'est lui qui se sacrifie. Et auquel ça donne la victoire au Earth Syndicate, à The Big D Elite et Chris Jericho. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Donc victoire des Babyface en costumé, enfin en costume quoi, vu comment ils avaient tous des tenues de soirée, de mariage ou j'en passe d'autres. Bref, ils étaient en tenue. Et du coup, c'est eux qui remportent le match. Le match était plutôt divertissant, malgré qu'on avait du mal à savoir où ça allait. D'ailleurs, quelques matchs étaient divertissants, mais il faut savoir s'y investir. Si on n'apprécie pas, c'est qu'ils nous ont pas réussi à convaincre. Mais là, on va dire, c'était plutôt divertissant, mais un petit peu
un petit peu niais par moment. En tout cas, c'est que mon avis, et auquel je m'arrête sur ce 11e match. Et maintenant, je passe directement au 12e match. Et le 12e match, c'est le main event de Double or Nothing. Donc oui, match titre du monde de la EW qui est en jeu contre les cheveux de MJF. Alors, pourquoi est-ce que Maxwell Jacob Friedman, MJF contre Darby Allin pour le titre AEW, donc mondial d'AEW, et les cheveux sont en jeu? C'est sûr que je m'attendais à mieux en guise de décision. Et puis après, vous saviez qu'après Dynasty, Maxwell s'est fait totalement squasher, humilié par Darby Allin qui l'a battu avec un headlock takeover. Et auquel on se dit pourquoi il le bat avec un headlock takeover, ça ne fait pas de sens. Même si tout était justifié. À la grande époque, MJF a fait effectuer un headlock takeover sur Darby Allin, et du coup Darby Allin n'a pas oublié ça, il veut l'humilier en le faisant un headlock takeover, et c'est ce qu'il a fait. Donc les deux s'en sont à un partout pour une prise de headlock takeover. Est-ce qu'il y aura label ou 2-1, il me semble. Enfin bref, donc après ce petit qui prend co en pré-show avec Mick Foley, les deux s'affrontent, et auquel je me dis pourquoi les cheveux, alors qu'on s'attendait, je sais pas moi, que MJF met sa carrière en jeu, sa carrière à la EW bien sûr, mais non, on décide de mettre ses cheveux en jeu, vu comment apparemment un certain MJF a des implants capillaires auxquels il s'était fait ça en Turquie. Et c'est un peu comme avec les dents, il y en a qui se blanchissent les dents pour avoir des dents parfaites, et du coup ça arrive aussi ça en Turquie. Et là pour les implants capillaires au niveau des cheveux, ça je ne savais pas. On ne nous l'avait pas mis à la puce à l'oreille au début, et pourtant heureusement qu'on nous le fait rappeler. Donc du coup c'est sûr que MJF il y tient ses cheveux, même si j'avais dit ironiquement, imaginons qu'il perd ses cheveux, il aurait été tellement beau sans ses cheveux. Bien sûr, pas prendre au sérieux, mais bon, c'est pour le côté du troll auquel je préfère en dire. Et du coup, tout ce que je sais, au début de match, ça démarre tambour battant, la fleur au fusil, pardonnez-moi. T'as MJF qui va à tout prix éviter Darby Allin à tout moment, mais Darby arrive à le choper, notamment en le faisant des multiples headlock takeover. Et là, je me dis, oh non, vous n'allez pas recommencer à teaser le headlock takeover et de perdre comme ça par surprise. C'est un main event, faut pas que ce soit le main event le plus rapide au monde. Pas comme dans un combat de MMA auquel, certes, il y avait une part de déception, mais il y en a qui étaient un peu contents. Je parle bien sûr de l'affrontement entre Ronda Rousey contre Gina Carano, auquel bien sûr j'ai bien regardé ça sur Netflix, comme d'habitude. Mais bon, ce n'est pas ça la question, si ce n'est que pourquoi teaser trop de headlock takeover en sachant que ça ne fait pas son effet au début de match. On ne comprend pas pourquoi. Puis après, ça démarre encore et encore, à tel point que lorsque Darby va éjecter MJF en dehors du ring, qu'il va effectuer un suicide dive, mais tellement qu'il a pris d'élan et d'impulsion que les pieds ont touché les cordes, et à cet instant-là, Darby Allin, il manque de se tuer. Donc c'est sur sa tête à taper le sol du ring, enfin le sol de l'extérieur du ring, et du coup j'étais en mode oh putain, j'espère que ce jour n'est pas arrivé, parce que vu comment on craint fort qu'à l'avenir la EW il y aurait possiblement un qui pourrait mourir à cause de décisions trop stupides, donc c'est sûr que ce genre de truc là on le prend très au sérieux et auquel ça nous fait extrêmement flipper, on va pas se le cacher. Et du coup j'étais en mode oh là 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 là, oh c'est chaud. Et pourtant Darby le dit, hein, même s'il avait remporté le titre, selon lui tant que son corps n'a pas lâché, il continue le match et il reste toujours champion. Ça c'est selon sa propre philosophie à lui. Et pourtant sa philosophie à lui est un peu très très risquée, hein, je trouve, hein, parce que tu frôles la mort
et en plus tu continues le match, et que là par la suite, là c'est sûr tu vas pas te louper, tu vas effectuer un dive sur MGF, et du coup bien sûr MGF, lorsqu'il voit que Darby il est en difficulté, c'est sûr qu'il jubile. Il a le sourire au coin du lèvre, et ça c'est plutôt le sourire du diable, et qui se dit tout simplement ça y est, c'est bon, je vais le niquer, je vais le passer à tabac. Et du coup c'est ce qu'il fait, il tapasse à tabac Darby Allin. Donc à répétition, il ne s'arrête pas, puisque Darby il continue, et tant que son corps ne le lâche pas, eh ben c'est sûr qu'il continue. Si jamais ça lâche, là c'est sûr, ça laisse une ouverture à l'adversaire heel qui va s'engouffrer. Donc, pas mal d'échanges, pas mal de prises qui sont utilisées. Et, euh, et puis après, ben, ça part à l'extérieur du ring, il me semble. Et après, ben, il me semble avoir installé une table. Eh bien, Darby installe MJF sur la table. Il va prendre de la hauteur, bien évidemment. Donc, dans un des échafaudages du stage entrée, qui était plutôt ouais, assez original. Ça me fait penser aux échafaudages pour, euh, pour tapisser, enfin pas pour tapisser, pour peinturer les murs, ou pour rajouter du ciment pour faire un mur, il me semble que c'est cela. Il prend de la hauteur, il fait un coffin drop du haut du stage, à tel point qu'il va se cogner en atterrissant au sol à l'arrière de la tête, à tel point qu'il va saigner à l'arrière de la tête. Et là on se dit, ben, putain, mais pourquoi tu prends tant de risques? T'es un crash test humain ou quoi? Parce que au bout d'un moment donné, on se dit, Darby, tu lui fais des trucs risqués, c'est sûr, il est encore debout. C'est un crash test en mannequin humain, ce type. Et pourtant, je me dis, faudrait qu'il se calme à un moment donné, parce que là, on s'inquiète pour sa santé à la fin du match. Et pourtant, ben, il continue, il ramène MJF dans le ring. Là, on sent qu'il perd totalement de l'énergie. Et pourtant, ben, il passe toujours à la charge sur MJF. Tentative de coffin drop qui ne passe pas du tout. Il a voulu imiter la prise de MJF, ça ne passe pas du tout. MJF qui prend l'avantage, ben, il tente également son hit slicker qui ne passe pas du tout. Son sel de la terre qui n'a aucun effet, malheureusement. Donc les deux en sont arrivés à un point auquel ils ont déjà tout teasé tellement trop vite que c'est quoi la suite? Il faut encore poursuivre jusqu'à ce que, là c'est sûr, au moment donné, Darby, ben, il sent qu'il a plus l'énergie en lui. MJF va capitaliser dessus, notamment en lui effectuant un tombstone piledriver dans le ring. Et puis après, au lieu de terminer le match en effectuant le tombé de compte de 3, non, ce dernier veut ajouter encore l'insulte à l'humiliation avec ce terrible headlock takeover auquel je me dis, pourquoi vous faites ça même à la fin du match? Ça ne fait aucun sens. Ce headlock takeover fait partie essentielle du début de match. Eh bien, ben, MJF, pour encore l'humilier pour la deuxième fois, il lui effectue un headlock takeover au compte de 3. Et du coup, ben, MJF devient 3 fois champion du monde de la AEW. Donc, il récupère l'or sur lui. Disons que après des semaines, depuis que Darby a gagné la plupart de ses matchs face à n'importe qui, avec pas mal de défense, on pourrait dire que ça a été un champion très téméraire, très courageux. Malgré qu'il manque de se tuer, il montre à quel point c'est un champion combatif et qui donne sa chance aux autres. Eh bien, il serait tant mieux de laisser le titre sur MJF, en sachant que lui, c'est un peu plus vendeur que Darby, même si, encore une fois, j'ai rien contre Darby Allin. Au contraire, Darby Allin en tant que champion, ça peut mener à quelque chose, il n'y a pas à dire. Et que quand on reçoit un titre mondial, c'est que forcément tu l'as mérité, entre autres. Et qu'à un moment donné, quand on est champion, c'est sûr que on atteint entre autres le prestige. Et pourtant, MJF récupère son précieux. Il piétine la carcasse de Darby Allin avant de s'en aller. Et puis, après que les médecins veulent se faire du souci au niveau de la santé de Darby Allin, qui veulent le placer sur un brancard pour amener à l'hôpital le plus proche de New York,
Bien sûr, Kevin Knight, il est un peu inquiet de l'état de santé de Darby Allin, et pourtant tout ça n'était que de l'illusion, vu comment Kevin Knight va effectuer sa OVNI Frog Splash sur Darby Allin. Il le fait pousser de la civière, et ce qui est sûr, c'est que Kevin Knight effectue un heel turn, et on se demande ok, pourquoi? Pourquoi t'effectues un heel turn? Juste parce que t'as décidé de faire un heel turn contre Darby Allin, puisque Darby avait dit si toi t'as battu MJF, eh ben moi aussi j'ai battu MJF, et c'est pas impossible que toi et moi on s'affronte pour le titre mondial. Donc à mon avis c'était ça apparemment le deal. Et pourtant ben, c'est pour ça comment Kevin Knight s'est retourné contre Darby Allin. Et ça laisse un MJF plutôt satisfait de la correction qu'elle y s'est mangée, Darby Allin, et que c'est lui qui clôture le show tout simplement. Donc voilà, disons que le show Double or Nothing était plutôt pas mal, et auquel ben, j'attends vraiment impatiemment ben, le show de la WWE Clash in Italy pour voir si il est à la hauteur de Double or Nothing, parce que maintenant c'est vrai que pour faire mieux que les shows que l'on regarde chaque semaine, c'est vrai que c'est un peu un concours de bras de fer, on va pas se le mentir, mais bon, du fait que Double or Nothing était plutôt bon, je vais m'arrêter ici et je passe directement à la conclusion. Merci bien à tous. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram. Et surtout, mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde, et surtout, vive le catch!